Dire que Rome aurait pu disparaître est un peu exagéré, mais pendant 30 ans, la République est confrontée à de nombreux conflits militaires et politiques à la suite de sa création. Selon le récit mythique, en 509 avant notre ère, Tarquin le Superbe fuit la cité sous la pression de L. Iunius Brutus. Rome devient alors une république. Des magistrats remplacent le roi, avec à leur tête d'abord un praetor maximus, devenant rapidement un consul. Mais durant 30 ans, de 509 à 474 avant notre ère, le destin de Rome semble incertain. En réalité, la toute jeune république, durant ce laps de temps, joue son avenir. Elle doit s'imposer dans le Latium et gérer sa politique en interne. Autrement dit, elle doit se protéger de ses voisins et faire face aux toutes premières revendications de la plèbe demandant plus d'égalité politique. Le contexte militaire extérieur est donc primordial pour comprendre le risque qui pèse sur Rome et qui pousse finalement le patriciat, alors accaparant le pouvoir, à accepter les revendications de la plèbe. Revenons à la chute de la royauté. En 508 avant notre ère, Rome mène une première guerre contre Tarquin le Superbe qui s'est enfui et a levé des troupes en Étrurie dans les villes de Veii et de Tarquinie. Il demande alors au roi Porséna d'intervenir, un roi grec du sud de l'Italie. Contre toute attente, ce dernier s'empare de Rome avant d'être vaincu près d'Aricie par les Latins alliés aux Cumains. À ce moment précis de l'histoire, Rome ne représente qu'un tout petit territoire du Latium. Et rapidement, de nombreux problèmes de frontières apparaissent entre la jeune république et ses voisins, notamment avec les villes latines d'Ardée, d'Aricie, de Tusculum, mais aussi avec les Étrusques et les Sabins. En 501 avant notre ère, une ligue latine se forme et menace Rome. La cité se dote alors d'un dictateur et pour l'assister, d'un maître de cavalerie. Le contexte est extrêmement tendu et des guerres finissent par éclater. D'abord avec la ligue latine, que Rome réussit à vaincre en 496 au lac Régis, près de Tusculum. Cette première victoire est importante car elle permet à Rome de passer un traité d'alliance avec la Ligue latine. Forte de ce nouvel allié, Rome repousse par la suite l'incursion des peuples Èques et Volsques. À cela s'ajoutent enfin des incursions sabines que les Romains doivent régulièrement contrer. Petit à petit, Rome s'impose dans le territoire du Latium, mais reste constamment menacée par ses voisins. Dans ce contexte, tout problème en interne peut se révéler dangereux pour le pouvoir romain en train de naître, et notamment pour ceux qui détiennent le pouvoir. En effet, durant les 10 premières années de la République, le pouvoir politique se trouve quasi exclusivement entre les mains du patriciat. Selon la tradition, les patriciens descendent des 100 patres ou pères des plus puissantes familles romaines que Romulus a choisi pour former un conseil. Un conseil souvent présenté comme l'ancêtre du Sénat. À la toute fin du VIe siècle, les patriciens forment une sorte de noblesse sénatoriale, détiennent de manière héréditaire la plupart des magistratures et des prêtrises, et concentrent la majeure partie des terres exploitables. À côté de cette caste très fermée, il existe deux assemblées. D'abord les comices curiates. Elles sont le vestige de la période royale et se composent des 30 curies créées par Romulus. Leurs membres sont dits gentilis, c'est-à-dire appartenant aux gentes, les grands et puissants clans familiaux romains, revendiquant chacun un ancêtre commun, parfois prestigieux. La mission de cette première assemblée n'a jamais été très importante, et ses prérogatives ont été terriblement réduites sous les rois étrusques, pour finir par simplement approuver officiellement les magistrats par une loi, la Lex Curiata de Imperio. Ensuite, il y a les comices centuriates. Créées par Servius Tullus, elles rassemblent les citoyens selon 5 catégories fondées sur la richesse et l'âge, qui s'organisent chacune en centuries, soit des groupes de 100 hommes. Les citoyens les plus riches y sont majoritaires et son rôle est d'abord militaire, mobilisant les troupes puis politique, élisant les magistrats supérieurs et votant les lois, les lex. Les magistrats, le Sénat et ces deux assemblées sont censés représenter ce qu'on appelle le populus romanus, à savoir le peuple romain, patricien et plébéien compris. Or, les membres de ces différentes institutions sont soit patriciens, soit gentilis, soit fortunés, ce qui revient souvent au même. De plus, les comices centuriates, au-delà du fait qu'elles n'incluent pas la plèbe, n'ont en réalité que très peu de pouvoir législatif. Force est de constater qu'un minuscule groupe de magistrats détient alors le pouvoir, ayant remplacé le roi dans sa fonction de gestion de l'État. À leur tête, un consul, détenant l'imperium, le pouvoir de commandement militaire, civil et coercitif, droit de mort compris. En gros, une oligarchie a remplacé la royauté, et l'imperium du roi, autrement dit sa souveraineté, est désormais placé entre les mains d'un consul élu chaque année. Le seul objectif de ce système, éviter qu'un seul homme ne concentre de nouveau tous les pouvoirs trop longtemps et ne se transforme en tyran. Le vote du peuple n'est donc pas vraiment à l'ordre du jour, et le problème est bien là, car la plèbe, constituée de tous ceux qui sont exclus de cette élite, n'a quasi aucune représentativité dans les institutions. Par plèbe, il faut imaginer des petits propriétaires privés, des artisans et des commerçants,
Or, au tout début du 5e siècle, à Rome, la situation interne se dégrade dangereusement. Mauvaise récolte, disette, dettes contractées par les petits propriétaires, stagnation du commerce. En 494, tout éclate. La plèbe se rend sur le Mont Sacré ou pour d'autres sur l'Aventin et fait sécession. Le patriciat se retrouve alors sans bras. Pire, la plèbe pourrait même s'allier aux ennemis de Rome, car beaucoup d'étrangers la composent alors. Le risque est beaucoup trop grand. Les patriciens cèdent. Ils accordent la création de 2 tribuns de la plèbe, dont le nombre sera porté à 4 en 471 puis à 10. Leur mission est simple, protéger les intérêts de la plèbe. Pour cela, ils bénéficient d'un statut sacro-saint inviolable et de manière tout à fait théorique pour le moment, d'un droit de veto qu'on appelle l'intercessio face aux décisions arbitraires des consuls et des assemblées. C'est une première victoire pour la plèbe, dont l'existence ne peut plus être ignorée. Leur combat ne fait toutefois que commencer. Finalement, la tyrannie s'effondre, et de ses cendres naît la République qui, pendant 30 ans, vacille. À force de guerre, timidement mais sûrement, elle s'affirme dans le Latium. Dans ce contexte, la plèbe conquiert son premier droit, celui d'exister dans une cité dont le pouvoir reste cadenassé. Le chemin reste encore long pour que Rome devienne cette puissante république équilibrée et patricio-plébéienne, prête à s'emparer de l'Italie.